Tout a commencé par une phrase qu'aucun milliardaire n'était préparé à entendre. Choisissez quelqu'un d'autre. On m'a déjà renvoyé 3 fois. Ces quelques mots tranchèrent Nicolas Dubois comme du verre. L'homme qui avait bâti des empires avec des algorithmes et des nerfs d'acier se figea devant une fillette de 6 ans, assise dans un fauteuil roulant dont les jantes étaient décorées de rubans adhésifs Galaxy. Il ne s'attendait pas à ce que sa première rencontre dans un petit centre d'adoption à Sarlat-la-Canéda ressemble à se tenir au bord d'une falaise, mais c'était exactement là où il se trouvait. Si cette histoire vous émeut déjà, restez. Ce qui va suivre brisera, puis reconstruira votre idée de ce que signifie réellement sauver quelqu'un. Le matin même, Nicolas était sorti de son appartement luxueux avec vue sur les toits de Paris, une autre journée planifiée à la seconde près. Son chauffeur attendait. Les marchés financiers ouvraient et son téléphone clignotait de messages d'investisseurs. Mais quelque chose de plus lourd que le profit pesait sur sa poitrine. 1 an plus tôt, sa sœur Sandrine était morte dans un accident de voiture alors qu'il concluait une fusion d'1 milliard de dollars à Tokyo. Depuis, le succès avait un goût de rouille. Les journaux l'appelaient le jeune génie qui avait transformé la culpabilité en or. Il n'avait qu'à moitié raison. Il n'avait dit à personne où il allait ce jour-là. Il avait troqué son costume sur mesure pour un jean et un sweat à capuche, pris le métro comme au temps où il était un jeune homme sans le sou d'un quartier populaire de Marseille, et était entré dans le centre d'adoption familiale Sainte-Claire sans l'armure de l'argent ou de la réputation. La réceptionniste cligna des yeux, incrédule, avant de vérifier ses notes. M. Dubois, nous ne vous attendions pas, Nicolas, simplement, l'interrompit-il d'une voix basse. Je suis ici pour rencontrer Manon Leroy, docteur Valérie Moreau. L'assistante sociale le conduisit dans un couloir silencieux, tapissé de dessins d'enfants, des maisons en crayon de cire, des arcs-en-ciel de guingois, des cœurs plus grands que des visages. Elle a eu un parcours difficile, dit le docteur Moreau. 3 placements, 3 retours. Elle est brillante, artiste, mais elle n'accorde pas sa confiance facilement. Nicolas hocha la tête, bien que son estomac se noie. Il était venu ici pour aider, peut-être même pour expier ses fautes. Il n'avait pas imaginé trouver une enfant portant une armure émotionnelle plus épaisse que la sienne. Quand il vit Manon, le monde sembla se réduire à un seul cadre. Elle était assise sous une fenêtre ensoleillée, son fauteuil roulant légèrement tourné vers la cour. Ses cheveux formaient un halo sauvage de boucles sombres. Une petite peluche de tortue reposait sur ses genoux. Elle ne leva les yeux que lorsqu'il parla. « Bonjour Manon, je m'appelle Nicolas. » Elle inspecta ses baskets, puis son visage, comme pour cataloguer s'il était conçu pour durer. « On m'a dit que vous construisiez des choses, dit-elle. Des applications et des robots, ou quelque chose comme ça. Je construis des moyens pour que les gens se connectent, proposa-t-il. Elle haussa les épaules. Les gens se connectent toujours, jusqu'à ce qu'ils partent. Sa voix n'était pas amère. Elle était factuelle, comme la météo. Nicolas voulut dire quelque chose d'intelligent, de rassurant, d'adulte. Rien ne vint. Le silence qui suivit était lourd, mais Manon ne semblait pas le sentir. Elle regarda au-delà de lui, vers le jardin, et ajouta, presque pour elle-même, « Je suis facile à pousser, mais difficile à garder. » Le docteur Moreau se racla la gorge, prêt à réorienter la conversation, mais Nicolas s'agenouilla à côté du fauteuil roulant. « Ça vous dérange si je m'assois ici un moment ?» Elle fit un petit signe de tête. Ils parlèrent de tortues, de la vieille chanson française que passait la radio des infirmières de nuit, de pourquoi les nuages ressemblaient parfois à des continents. Pour la première fois depuis des années, Nicolas ne jouait pas un rôle. Il écoutait. Puis Manon prononça les mots qui allaient le hanter et le refaire. Choisissez quelqu'un d'autre. On m'a déjà renvoyé 3 fois. Une fois parce que je pleurais trop fort. Une fois parce que la maman a dit que je lui rappelais sa propre fille qui était morte. La dernière a dit qu'elle était fatiguée. Elle leva son regard. Je ne veux pas que vous soyez fatigué. Nicolas sentit son souffle se couper. Tout le bruit de sa vie parisienne s'évanouit, les klaxons, le bourdonnement, l'écho de la ville. Je ne me fatigue pas facilement, dit-il doucement. Vous le serez, répondit-elle, la voix faible mais assurée. Ils le sont tous. Il essaya de sourire, mais sa vision se brouilla. Il tourna la tête, clignant des yeux avec force. Il avait pleuré à des funérailles, dans l'appartement vide de Sandrine, mais jamais comme ça,
jamais parce qu'une enfant disait une vérité si pure qu'elle le mettait à nu. « Je suis désolé, murmura-t-il. Vous n'avez rien fait, dit Manon, serrant sa tortue contre elle. Je ne veux juste plus que quelqu'un promette de rester alors qu'il ne le fera pas. Le docteur Moreau posa une main douce sur l'épaule de Nicolas. Elle ne parle pas beaucoup à la plupart des gens, murmura-t-elle. Ça, c'est en dire long. Nicolas acquiesça, la gorge serrée. Oui, réussit-il à articuler. Ça dit tout. La rencontre devait durer 15 minutes. Elle s'étira au-delà d'une heure. Quand il se leva enfin, Manon dessinait sur un bout de papier un bonhomme allumette avec une tête ronde à côté d'un petit fauteuil roulant sous un soleil de travers. Elle le lui tendit sans le regarder. « Vous pouvez le prendre, dit-elle. Pour ne pas oublier à quoi je ressemble quand vous changerez d'avis. » Il prit le dessin avec précaution, comme s'il pouvait se dissoudre. « Je reviendrai, dit-il. » Manon ne répondit pas. Elle fit simplement rouler son fauteuil de quelques centimètres vers la fenêtre, la lumière du soleil se déversant sur ses genoux. « Les gens reviennent toujours, murmura-t-elle. C'est rester qui est difficile. » Nicolas attendit d'être dans le couloir pour s'effondrer. Il plaqua ses mains contre le mur froid, le souffle court. Le poids de chaque contrat qu'il avait jamais conclu semblait insignifiant à côté d'une fillette de 6 ans lui apprenant le coup de l'abandon. Lorsque le docteur Moreau le rejoignit, il ne prit pas la peine d'essuyer son visage. « Apprenez-moi ce dont elle a besoin, dit-il. Les soins médicaux, l'accompagnement, tout ce qu'il faut. Je veux apprendre. » Elle l'étudia, incertaine de sa sincérité. Il croisa son regard. « Je ne suis pas ici pour la charité. Je suis ici pour rester. » Dehors, la petite ville de Sarlat continuait de vivre, indifférente comme toujours. Mais à l'intérieur de ce modeste bâtiment, quelque chose avait changé. Le milliardaire qui pensait avoir tout vu venait d'être défait par une enfant qui en avait trop vu. Et pour la première fois depuis des années, Nicolas Dubois ne pensait pas à sauver quelqu'un. Il pensait à rester. La première fois que Nicolas Dubois retourna au centre Sainte-Claire après avoir rencontré Manon, la campagne périgourdine lui parut différente. Les vieilles pierres dorées des bâtiments, qui reflétaient habituellement une sérénité immuable, semblaient maintenant porter le poids des histoires qu'elles abritaient. Il avait passé la nuit à lire tout ce que le docteur Moreau lui avait envoyé par courriel, notes médicales, planning de thérapie, rapport d'évaluation. Mais rien ne le préparait à la douleur sourde qui s'était installée dans sa poitrine. Il ne savait pas s'il essayait d'aider Manon ou de se pardonner à travers elle. À Paris, dans son bureau dominant la ville, les réunions stratégiques et les mises à jour pour les investisseurs bourdonnaient. Mais même là, dans le vrombissement aigu du succès, il continuait d'entendre sa voix, choisissez quelqu'un d'autre. Ce n'était pas une accusation. C'était de l'épuisement. Les mots s'accrochaient à lui comme de la fumée. Cette semaine-là, le docteur Moreau autorisa une deuxième rencontre, cette fois dans la petite salle d'art du centre. Nicolas vint à nouveau habillé simplement, les manches retroussées, les baskets éraflées d'avoir arpenté les trottoirs extérieurs. Manon était à une table basse couverte de crayons de couleur. Elle ne leva pas les yeux quand il entra. Ses cheveux étaient attachés en 2 tresses inégales, et la même tortue était assise à côté d'un nouveau dessin, une maison avec une porte ouverte et personne à l'intérieur. « Salut Manon, dit-il doucement. J'ai apporté les chips de légumes, les 2 sortes. » Elle leva les yeux, l'expression indéchiffrable. « Vous vous en êtes souvenu. » J'essaie de me souvenir des choses importantes. Elle retourna à son dessin. C'est bien. Les gens oublient plus vite qu'ils ne promettent. Nicolas s'assit en face d'elle. Le docteur Moreau dit que tu aimes peindre. J'aime ça quand personne ne regarde, répondit-elle, colorant le ciel d'un violet contusionné. Alors fais comme si je n'étais pas là. Elle s'arrêta, puis recommença. C'est facile, dit-elle calmement. La plupart des gens le font déjà. Nicolas sentit cette phrase comme un coup en plein cœur. Mais il n'essaya pas de la réconforter avec des mots. Il ouvrit simplement le paquet de chips, le fit glisser vers elle, et commença à dessiner sur un bout de papier lui-même. Des lignes maladroites, une tortue en bâton portant une petite cape de super-héros. Quand il le lui montra, Manon essaya de ne pas sourire, mais les coins de sa bouche la trahirent. Le docteur Moreau, observant depuis l'embrasure de la porte,
chuchota à une assistante, elle n'a jamais souri avec un nouveau visiteur auparavant. Plus tard, autour d'un café dans la salle de pause du centre, le docteur Moreau en expliqua davantage. Manon a un spina bifida. Elle se débrouille pour la plupart des choses, mais les transitions sont difficiles. Les soins médicaux sont coûteux, la partie émotionnelle encore plus. 3 placements ont échoué. Une famille ne comprenait pas les visites à l'hôpital. Une autre ne pouvait pas gérer le calendrier des thérapies. Elle a cessé d'appeler qui que ce soit maman après le 2e retour. Nicolas écoutait en silence. Est-ce qu'elle sait que? Elle sait tout, dit le docteur Moreau. Elle écoute ce que les adultes ne disent pas. Nicolas hocha la tête, les yeux baissés. Je veux comprendre à quoi ressemblent ces journées. Ces routines, ces médicaments, ces déclencheurs. Le docteur Moreau haussa un sourcil. Vous êtes sérieux? Assez sérieux pour être là, dit-il. Apprenez-moi. Pendant les semaines suivantes, Nicolas revint discrètement, sans caméra, sans relations publiques. Il apprit à ajuster le harnais du fauteuil de Manon, à plier correctement son attelle de thérapie, à la distraire lorsque le kinésithérapeute lui étirait les jambes jusqu'à ce que ses yeux s'emplissent de larmes. Il apprit son emploi du temps, médicaments du matin, sessions scolaires, dessin ou musicothérapie. Chaque soir, il s'asseyait près de sa fenêtre, surplombant les lumières de la ville, rejouant ses paroles. Les marchés évoluaient. Son entreprise prospérait. Pourtant, le seul progrès qui comptait maintenant était quand Manon l'autorisait à pousser son fauteuil sans tressaillir. Un samedi, le docteur Moreau organisa une petite sortie. Le dossier de Manon appelait cela « réappropriation communautaire », 1 heure à l'extérieur du centre avec un visiteur de confiance. Ils allèrent au jardin du Luxembourg. Le ciel était d'un bleu paresseux, celui qui fait oublier le bruit de la ville. Nicolas poussait lentement son fauteuil sur le chemin, attentif à ne pas la brusquer. Manon portait un chapeau à large bord qui glissait de côté, et chaque fois qu'il le rajustait, elle levait les yeux au ciel mais ne protestait pas. Un accordéoniste jouait près de la fontaine Médicis, une mélodie profonde et mélancolique qui fit taper les doigts de Manon contre la coudoir. « Cette chanson ressemble à la marche, » dit-elle. Nicolas sourit. « Tu sais, tu as le rythme. Peut-être que tu danseras un jour. » Elle lui lança un regard plein de défi. « Peut-être que vous arrêterez d'essayer de réparer ce qui n'est pas cassé. » Il rit doucement. Touché. Ils s'arrêtèrent pour une glace, vanille pour elle, saveur café noir pour lui. Alors qu'il s'accroupissait pour lui tendre le cornet, un pigeon s'envola brusquement à proximité et le fauteuil de Manon bascula légèrement sur un petit trottoir. Son visage devint pâle. Le cornet tomba. Nicolas attrapa les poignets avant que le fauteuil ne bascule davantage, le stabilisant des 2 bras. Elle se figea, le souffle court, les yeux vitreux. « Et, dit-il doucement, toujours accroupi. Tout va bien. Tu es en sécurité. » Elle cligna des yeux avec force, la mâchoire serrée. « Ne dites pas ce mot, murmura-t-elle. »« Quel mot ? » ?»« Sécurité. » Sa voix se brisa. Tout le monde dit ça avant de partir. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Nicolas resta où il était, une main reposant encore légèrement sur la roue. « D'accord, » dit-il enfin. Plus de promesses, juste de la glace. Il ramassa le cornet, essuya le bord fondu avec une serviette et le lui rendit. 2e chance. Cette fois, elle le prit. Au moment de leur retour au centre, elle fredonnait faiblement, la même mélodie de l'accordéoniste. Le docteur Moreau attrapa Nicolas dans le couloir. « Elle ne fredonne pour personne, dit-elle. »« Je n'ai rien fait, » répondit-il tranquillement. « Je suis juste resté. » Cette nuit-là, Nicolas écrivit un courriel à son conseil d'administration. Il leur annonçait qu'il prenait un congé d'une durée indéterminée pour travailler sur quelque chose de réel. L'équipe de communication paniqua. Les investisseurs remirent en question sa santé mentale. Mais pour la première fois depuis des années, Nicolas ne se souciait pas des apparences. Il en avait fini d'être un symbole. Il voulait redevenir humain. Les jours prirent un rythme. Visite de thérapie. Heure du compte. Dessins épinglés au mur. Manon commença à l'accueillir avec des demi-sourires au lieu de silence. Un jour, alors qu'il lui demandait si elle aimait les super-héros,
elle haussa les épaules et dit, « Ils s'envolent toujours. J'aime les tortues. Elles restent. » Et dans cette petite confession, Nicolas vit toute la carte de son cœur. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle avait besoin de quelqu'un qui resterait immobile assez longtemps pour qu'elle puisse croire qu'il était sincère. Il partit ce soir-là, sachant que quelque chose avait changé de manière permanente. L'homme qui mesurait autrefois la vie en marge de profil la mesurait maintenant en minutes passées aux côtés d'une petite fille qui riait des canards joueurs de trompette et détestait le mot « sécurité ». Nicolas Dubois était entré dans son monde en pensant qu'il pourrait le réparer. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'elle était en train de reconstruire silencieusement le sien. Les gros titres arrivèrent en premier. Un jeune milliardaire joue les sauveurs dans un centre d'adoption de Sarlat. Le nouveau projet caritatif de Nicolas Dubois, une enfant en fauteuil roulant. Les photos étaient granuleuses. L'une le montrait accroupi à côté de Manon au jardin du Luxembourg. Une autre captait son sourire au bord du cadre. Internet fit ce qu'il fait toujours, transformer quelque chose de fragile en spectacle. Les commentaires étaient pires. Coup de pub. Culpabilité avec un bon éclairage. Laissez-le acheter sa rédemption s'il en a les moyens. Nicolas ne les lut pas tous, mais les quelques-uns qui lui parvinrent le touchèrent plus durement qu'il ne s'y attendait. Il avait passé des années à contrôler son image, à construire un héritage de victoires nettes et de titres percutants. Maintenant, tout ce qu'il voulait, c'était en disparaître. Pourtant, lorsque le docteur Moreau appela ce soir-là, sa voix calme comme toujours, elle ne mentionna pas les médias. « Manon a vu les nouvelles, dit-elle. Elle a demandé si vous étiez célèbre. » Il ferma les yeux, pinçant l'arête de son nez. « Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que vous l'étiez autrefois. » C'était la vérité la plus bienveillante possible. Nicolas décida que la seule façon de noyer le bruit était d'agir, pas de parler. Il acheta une vieille maison de campagne en Normandie, pas le genre de celles qui font les magazines, mais une avec des marches ébréchées et un jardin envahi d'un lierre tenace. Il dit aux entrepreneurs d'élargir les portes, d'ajouter des rampes et d'installer un monte-escalier. Quand ils lui demandèrent le budget, il répondit, « Construisez-la comme si quelqu'un que vous aimez allait y vivre. » Il commença à passer moins de temps au bureau. Son directeur financier menaça d'intervenir, avant que vous ne fassiez chuter l'action. Nicolas l'entendit à peine. Son agenda se remplit plutôt de réunions à l'hôpital universitaire de Bordeaux, assis avec des pédiatres spécialistes qui lui expliquèrent le plan de soins à long terme de Manon. Il prenait des notes comme un homme se préparant à un examen qu'il refusait de rater. Le docteur Moreau le remarqua. « Vous faites beaucoup pour quelqu'un qui n'a même pas encore été approuvé pour un placement. » Nicolas sourit faiblement. On ne construit pas un pont après le début de la tempête. Quand il parla de la maison à Manon, elle ne parut pas impressionnée. « Tout le monde dit des choses avant que les papiers ne soient signés, » dit-elle en coloriant une tortue sur son bloc de dessin. « Les promesses sont comme des boucliers en papier. Elles se mouillent facilement. Alors nous rendrons les nôtres imperméables, dit-il. » Elle ne sourit pas, mais son crayon s'arrêta en plein mouvement. « Vous pensez que c'est possible? Je pense que nous allons le découvrir. » Les sorties se poursuivirent. Parfois, il la poussait à travers le jardin des plantes de Nantes. D'autres fois, ils s'asseyaient dans un bistrot qui sentait le café grillé et la pluie. C'est là qu'ils rencontrèrent Monique, une infirmière à la retraite qui faisait le service du matin, et Stéphane, un entraîneur de basket en fauteuil roulant au bras d'acier et au sourire qui pouvait illuminer une pièce. Au fil du temps, ils devinrent partie intégrante du rythme, de petits témoins de quelque chose qui se formait entre Nicolas et Manon et qui n'avait pas besoin de mots. Un jeudi matin, Nicolas trouva une note collée sur la porte de son bureau. Elle n'était pas de son personnel. Elle était écrite d'une écriture inégale à l'encre violette. « Vous avez oublié de signer mon dessin de tortue. » En dessous, en plus petites lettres, les gens qui restent devraient signer les choses. Il rit aux éclats au milieu d'un silence qui surprit son assistante. Ce soir-là, il se rendit au centre et trouva Manon en train de lire près de la fenêtre. « Tu as raison, » dit-il en lui tendant un stylo. « Où est-ce que je signe ?» Elle montra le coin de la page. « Pas sur la tortue, sur le ciel. C'est là que vont les promesses. » Il signa « ND » en petites lettres soignées. Elle hocha la tête solennellement. « D'accord, bouclier en papier. Peut-être moins en papier maintenant. » Pourtant, le monde extérieur ne se calmait pas.
des journalistes campaient près du centre. Des questions sur ses motivations étaient criées par-dessus la clôture. Le docteur Moreau essayait de protéger Manon, mais elle sentait la tension. Un après-midi, alors que Nicolas arrivait, Manon demanda « Allez-vous arrêter de venir quand ils vous le diront ?» Qui ils ? Les gens qui écrivent des choses. Il s'accroupit à côté de son fauteuil. Manon, la seule histoire qui m'importe est la nôtre, et tu vas m'aider à l'écrire. Cela sembla l'atteindre. Elle se pencha plus près et murmura « Alors, écrivez bien mon nom. » Il rit, un son qui semblait nouveau venant de lui. Au début de l'été, le processus d'adoption était entré dans sa lente et bureaucratique routine. Visite à domicile, vérification d'antécédents, dépôt de dossier au tribunal. Nicolas s'occupa personnellement de chaque formulaire. Les avocats l'avertirent que les candidats très médiatisés faisaient souvent l'objet d'un examen plus approfondi. Ils pensent que l'argent rend les gens impulsifs, dit l'un d'eux. Ils vous testeront pour voir si vous êtes sincère. Bien, répondit Nicolas. Ils le devraient. Pendant ce temps, Manon commença à poser des questions différentes, plus petites, plus pointues. Quelle est votre odeur préférée? Avez-vous parfois peur du noir? Si je ne peux pas marcher, pensez-vous que je peux quand même danser? Nicolas répondit à chacune avec soin, non pas parce qu'elle avait besoin de perfection, mais parce qu'elle avait besoin de vérité. Un après-midi, elle posa une question qui le glaça sur place. Quand les gens sont adoptés, est-ce qu'ils oublient ceux d'avant? Il réfléchit un long moment. Je ne pense pas que l'oubli fasse partie de l'amour, dit-il. Je pense que c'est le contraire. C'est se souvenir sans que ça fasse autant mal. Elle l'étudia. Vous parlez comme si vous aviez répété ça. Peut-être que c'est le cas. Le docteur Moreau vit le changement en eux deux. Elle commence à vous faire confiance, dit-elle après une de leurs séances. Je commence à le mériter, répondit-il. Un mardi pluvieux, Nicolas arriva au centre avec quelque chose de nouveau. Un petit tableau blanc et un jeu de marqueurs colorés. C'est pour toi, dit-il à Manon. Pour les jours où les mots sont lourds. Tu peux dessiner à la place. Elle pencha la tête. Ou vous pourriez apprendre la langue des signes, suggéra-t-elle. Juste au cas où je n'aurais pas du tout envie de parler. Il cligna des yeux, surpris. Tu en connais? Un peu, dit-elle, ses doigts s'agitant rapidement. Merci. Il copia son mouvement maladroitement. Elle gloussa. Vous venez de dire banane. Je suppose que j'aurai besoin de m'entraîner. Il sourit. Heureusement que je suis un professeur coriace. Ce soir-là, Nicolas rentra chez lui sous la pluie, les lumières de la ville se transformant en traînées sur son pare-brise. Pour la première fois depuis la mort de Sandrine, il ne se sentait pas hanté. Il se sentait ancré. Manon lui apprenait que l'amour ne consistait pas en de grands sauvetages ou des fins parfaites. Il s'agissait du travail lent et ordinaire de se présenter jour après jour, jusqu'à ce que le fait de se présenter devienne la promesse elle-même. Il se gara devant la maison de campagne et leva les yeux vers ses fenêtres. Les rénovations étaient presque terminées. À l'intérieur attendait un monte-escalier, un plan de travail abaissé et une chambre peinte en bleu ciel avec un espace pour un petit fauteuil roulant près du lit. Il imagina le rire de Manon remplissant ses murs. Pour la première fois depuis des années, l'idée de « maison » ne ressemblait pas à de la culpabilité. Elle ressemblait à de la grâce. La veille de l'audience au tribunal, la France semblait plus lourde que d'habitude. La pluie rendait les trottoirs glissants. Les feux de circulation se brouillaient comme des ecchymoses sur le verre mouillé. De la fenêtre de son bureau, Nicolas observait la ville pulser en dessous, implacable, vivante, indifférente. Il avait bâti son empire sur le contrôle, sur des chiffres qui ne mentaient jamais. Mais maintenant, alors que le tonnerre grondait sur le fleuve Rhône, tout ce qu'il avait appris sur le pouvoir ne signifiait rien. L'avenir de Manon dépendait d'une pile de papier et du jugement de quelques personnes sur son cœur. L'appel était arrivé cet après-midi-là. Une ancienne famille d'accueil avait déposé une objection. Ils affirmaient que Manon présentait une instabilité comportementale et des difficultés d'attachement. Des mots écrits par des étrangers qui n'avaient pas pu gérer son courage déguisé en défi. C'était suffisant pour geler le processus d'adoption jusqu'à ce qu'un juge l'examine. Nicolas écouta en silence, son pouls martelant contre les limites de son sang-froid.
La voix du docteur Moreau au téléphone était stable, mais ses mots atterrissaient comme des coups. Vous devrez témoigner, Nicolas. Ils remettent en question vos motivations. Motivation? Ce mot le brûlait. Il pensa aux gros titres, aux cyniques, aux caméras qui attendaient qu'il échoue. Pour la première fois depuis des années, il était terrifié, non pas de perdre de l'argent, non pas de sa réputation, mais de perdre une enfant qui lui faisait enfin confiance pour ne pas partir. Ce soir-là, il alla voir Manon à Sainte-Claire. Elle était de nouveau près de la fenêtre, traçant les gouttes de pluie sur la vitre du bout du doigt. Ils me l'ont dit-elle avant qu'il ne puisse parler. Sa voix était neutre. Vous ne pouvez pas m'emmener à la maison. Pour l'instant, dit-il prudemment. C'est juste pour l'instant. Elle se tourna pour lui faire face, les yeux féroces. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, dit-il rapidement. Tu as tout fait bien. Alors pourquoi les gens continuent-ils de décider ce qui m'arrive? Demanda-t-elle, et il n'y avait pas de colère, seulement de l'épuisement. Je pensais que vous étiez différent. Il s'agenouilla devant son fauteuil roulant, cherchant ses mots. Je suis différent, dit-il. Mais parfois, le monde ne l'est pas. Elle détourna le regard, la mâchoire crispée. C'est pas grave, dit-elle, sa voix soudainement petite. Vous pouvez arrêter d'essayer. C'est plus facile comme ça. Ces mots le frappèrent plus durement que n'importe quelle trahison en salle de conseil. Manon, regarde-moi, dit-il, mais elle ne le fit pas. Je ne vais nulle part. Je le pensais vraiment. Les gens le pensent toujours, murmura-t-elle. Cette nuit-là, la tempête s'intensifia. Nicolas conduisit sans destination, les essuie-glaces luttant contre des rideaux de pluie. Il se retrouva près d'un pont ancien sur la Loire, se garant près du parapet, la ligne d'horizon de la vallée se dessinant comme un battement de cœur à travers l'eau. Le vent hurlait, tirant sur son manteau. Il s'appuya sur la rambarde métallique froide et laissa la pluie le tremper. Il pensa à Sandrine, à son rire, à son accident, au fait qu'il n'avait pas été là quand elle avait eu besoin de lui. Il pensa au visage de Manon quand elle avait dit « Vous pouvez arrêter d'essayer ». Il réalisa qu'il menait des batailles que l'argent ne pouvait pas gagner. Et celle-ci exigeait quelque chose qu'il avait évité pendant des années, la vulnérabilité. Il sortit son téléphone et appela le docteur Moreau. « Je veux témoigner, dit-il. »« J'avais déjà prévu cela, répondit-elle. Mais il ne s'agit pas d'images, Nicolas. Vous serez interrogé sur votre passé, vos pertes. Ils vont creuser. Alors laissez-les faire, dit-il. Ils ne peuvent pas enlever ce qui est réel. Le lendemain matin, le palais de justice de Cahors était gris et résonnant, plein de voix qui portaient trop facilement. Manon était assise à côté du docteur Moreau, sa petite main serrant la peluche de tortue. Elle portait un pull rouge, celui que Nicolas lui avait offert après leur première sortie au jardin du Luxembourg. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle ne sourit pas, mais elle ne détourna pas non plus les yeux. C'était suffisant. L'audience commença. Le couple d'accueil qui avait déposé l'objection parla en premier. Leurs mots étaient polis, distants. Ils décrivirent des crises émotionnelles, des difficultés d'adaptation et un comportement manipulateur. Nicolas voulut se lever et crier qu'il parlait de résilience, pas de rébellion. Mais il attendit. Quand ce fut son tour, il s'avança à la barre, les mains stables, la voix basse. « Je ne suis pas ici à cause de la culpabilité ou des gros titres, commença-t-il. Je suis ici parce qu'une fillette de 6 ans m'a appris à quoi ressemble l'amour quand il refuse d'abandonner. » Il marqua une pause, balayant la salle du regard. « Vous voulez connaître ma motivation? Ce n'est pas la charité. Ce n'est pas la rédemption. C'est de rester. » L'avocat de la partie adverse se pencha en avant. « M. Dubois, vous êtes milliardaire. Les gens diront que c'est un projet de vanité. Que répondez-vous à cela? » Nicolas regarda Manon. Ses yeux étaient fixés sur lui, silencieux mais forts. « Je dis qu'ils ne l'ont jamais rencontré, dit-il simplement. Parce que s'il l'avait fait, il saurait qu'il ne s'agit pas de sauver quelqu'un. Il s'agit d'apprendre à être là pour quelqu'un qui a cessé de s'attendre à ce que vous le soyez. » Pendant un instant, la salle d'audience fut immobile. Même le greffier arrêta de taper. À la fin de l'audience,
la juge déclara qu'elle avait besoin de temps pour délibérer. Des heures plus tard, alors que Nicolas attendait dans le couloir, Manon s'approcha de lui dans son fauteuil. « Vous avez beaucoup parlé, dit-elle, son ton mi-taquin, mi-soulagé. Je fais ça quand je suis nerveux, admit-il. Elle hocha la tête. Vous n'aviez pas l'air nerveux. Je l'étais, dit-il. Tu me rends courageux. La pluie avait recommencé quand ils quittèrent le bâtiment. Le ciel était un flou d'argent. Nicolas poussa son fauteuil roulant vers la voiture, mais à mi-chemin des marches, elle l'arrêta. S'ils disent non, demanda-t-elle doucement, est-ce que vous reviendrez quand même? Il se pencha pour qu'ils soient au même niveau. S'ils disent non, je reviendrai demain. Et le jour d'après, jusqu'à ce qu'ils disent oui. Elle l'étudia un long moment, de la seule manière dont elle savait le faire, mesurant la vérité comme une scientifique. Finalement, elle hocha la tête. D'accord, alors j'attendrai. Cette nuit-là, Nicolas ne put dormir. La ville brillait à travers sa fenêtre, la pluie tapotant contre la vitre comme des doigts demandant de l'attention. Il regarda le dessin que Manon avait fait des semaines plus tôt, les deux bonshommes allumettes sous un soleil de travers, et réalisa quelque chose. Toute sa vie, il avait construit des murs pour garder le contrôle, et maintenant le barrage se brisait. Mais au lieu de se noyer, il se sentait libre. Quand le téléphone sonna à l'aube, sa poitrine se serra. C'était le docteur Moreau. La juge a pris sa décision, dit-elle. Sa voix tremblait légèrement, la première fêlure qu'il avait jamais entendue. Elle a approuvé le placement. Nicolas, c'est fait. Pendant un instant, il ne put parler. Il s'assit sur le bord du lit, le souffle tremblant, les yeux humides. Dehors, la pluie commençait à se lever, la lumière du soleil se faufilant à travers les nuages. Il murmura les seuls mots qui lui vinrent. On a réussi, Manon. On est enfin resté. À Sainte-Claire plus tard ce matin-là, quand il arriva pour le lui dire, Manon n'eut pas besoin de mots. Elle le vit sur son visage, de la manière dont on reconnaît sa maison avant même d'y entrer. Elle ne pleura pas. Elle tendit simplement la main vers la sienne et dit, il était temps. Il rit, les larmes coulant librement maintenant. Oui, dit-il en s'agenouillant à ses côtés. Mais je ne repars plus. Le jour où Manon emménagea, la campagne normande semblait plus silencieuse, comme si la nature elle-même avait fait une pause pour reprendre son souffle. Nicolas Dubois se tenait près de la fenêtre de la maison de campagne, observant l'approche lente de la camionnette blanche du centre Sainte-Claire. C'était le début du printemps. Les arbres le long du chemin commençaient à peine à fleurir, leurs pétales dérivant sur le sol comme de doux confettis. Il avait passé des mois à se préparer pour ce jour, à concevoir, rénover, planifier, mais rien ne l'avait préparé au tremblement de ses mains, ni à la façon dont son cœur avait raté un battement lorsque la portière s'était ouverte. Manon descendit la rampe, vêtue d'une veste en jean sur une robe jaune, sa tortue en peluche fièrement perchée sur ses genoux. « C'est ici que vous habitez » demanda-t-elle, ses yeux balayant la maison. « Oui, dit Nicolas. Mais c'est sur le point de devenir notre maison. » Elle leva les yeux vers les hautes fenêtres et le lierre grimpant, son visage indéchiffrable. « Elle a l'air vieille, dit-elle finalement. Vieille signifie qu'elle a vu beaucoup de choses, répondit-il. Et elle est toujours debout. Le docteur Moreau sortit derrière elle, portant un sac et affichant ce genre de sourire qui mêlait fierté et soulagement. Je pense que tu aimeras le jardin, dit-elle à Manon. Il est plein de soleil. À l'intérieur, la maison rayonnait d'une vie tranquille. Les murs étaient peints en crème douce, les meubles simples et robustes. Nicolas avait appris que le confort n'avait pas besoin d'être cher. Il devait être intentionnel. La chambre de Manon était à l'étage. Bleu ciel avec des étoiles peintes au plafond et une fenêtre donnant sur le jardin. Elle y entra lentement, les yeux écarquillés. Sur le bureau se trouvait une photo encadrée de deux au jardin du Luxembourg, prise secrètement par l'une des infirmières lors d'une heure de musique des mois plus tôt. Elle la regarda, puis le regarda lui. Vous l'avez gardé. Je garde tout ce qui compte. Pendant un moment, elle ne dit rien. Elle tendit la main, toucha la photo, puis le regarda de nouveau avec un petit sourire timide. Alors je suppose que je compte. Tu as toujours compté, dit-il, et cette fois, elle ne détourna pas le regard. Les premières semaines furent calmes, pleines d'ajustements et d'apprentissage. Les infirmières passaient le matin,
l'aidant dans ses routines et sa thérapie. Nicolas participait, maladroit au début, puis trouvant lentement son rythme, tenir le fauteuil roulant stable, apprendre son calendrier de médicaments, trouver comment faire le petit déjeuner exactement comme elle l'aimait. Elle n'aimait pas les œufs brouillés, mais adorait les crêpes avec trop de sirop d'érable. Chaque fois qu'il en mettait trop, elle riait et disait « Vous êtes nul en crêpes, mais bon pour essayer ». Leurs journées s'organisèrent en schéma doux. Matinée dans le jardin, après-midi de lecture près de la fenêtre, soirée passée à dessiner ou à regarder le monde à travers la grande vitre. Nicolas avait installé un monte-escalier, mais elle insistait toujours pour pousser son fauteuil la plupart du temps. « Je ne veux pas que la maison oublie qu'elle est aussi à moi », disait-elle en souriant. L'été venu, le jardin était devenu son endroit préféré. Ensemble, ils plantèrent des jonquilles et des tournesols, Manon enfouissant soigneusement chaque bulbe dans la terre. « Celui-ci, c'est Sandrine », dit-elle un matin, tapotant doucement la terre. Nicolas se figea. Il ne lui avait pas parlé de sa sœur. Pas vraiment. Mais Manon avait une façon de sentir les choses qui n'étaient pas dites. « Sandrine est un joli nom pour une fleur », dit-elle en le regardant. « On dirait quelque chose qui revient chaque année. » Nicolas déglutit difficilement. « Oui », réussit-il à dire. Elle revenait toujours. En août, Manon commença des cours d'art dans un centre communautaire voisin. Nicolas l'Y conduisait tous les mardis, attendant dans un coin pendant qu'elle dessinait. La première semaine, elle refusa de partager son travail. La deuxième, elle lui tendit une feuille remplie de couleurs tourbillonnantes et dit « Voilà à quoi ressemble le silence ». Il étudia l'image, un mélange d'or, de bleu et de gris doux. « On dirait la paix », dit-il. « C'est la même chose », répondit-elle. À l'automne, leur maison était devenue plus bruyante. De la musique flottait par les fenêtres ouvertes, des rires résonnaient dans le couloir. Monique, l'infirmière à la retraite du bistrot, devint leur invitée régulière pour le dîner. Et Stéphane, l'entraîneur de basket en fauteuil roulant, commença à apprendre à Manon à tirer des paniers dans le jardin. « Tu as des bras faits pour ça », lui dit-il. « Forte là où ça compte. » Elle sourit et dit, comme les tortues. Un soir, après le départ de tout le monde, Manon trouva Nicolas assis dans le jardin, une tasse de café refroidissant à côté de lui. « Est-ce qu'elle vous manque encore ?» demanda-t-elle doucement. Il savait qu'elle parlait de Sandrine. « Tous les jours, dit-il. Mais ça ne fait plus mal comme avant. » Elle hocha la tête, pensive. C'est peut-être ce que fait l'amour. Il reste même quand il change de forme. Il sourit faiblement. « Tu as l'air plus âgé que moi. » Je me suis entraînée, dit-elle, puis elle appuya sa tête sur son bras. Vous vous débrouillez bien, vous savez. L'hiver arriva doucement cette année-là. Ils décorèrent la maison avec des étoiles en papier et peignirent des flocons de neige sur les fenêtres. Une nuit, Nicolas trouva Manon assise près de la cheminée, dessinant dans son carnet. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. « Une lettre, dit-elle sans lever les yeux. »« Pour qui ?»« Pour moi, dit-elle. Pour ne pas oublier cette partie. » Il ne demanda pas à la voir, mais plus tard dans la nuit, après qu'elle fût allée se coucher, il trouva la page laissée sur la table. De son écriture inégale, il était écrit « Cher moi, ça va maintenant. Tu n'as pas besoin d'être courageuse tout le temps. Certaines personnes restent. » Il la plia soigneusement et la garda dans son portefeuille. Une année passa. Par un après-midi de printemps ensoleillé, ils se tenaient ensemble sur un point de vue panoramique sur la vallée de la Loire, le paysage s'étendant à l'infini autour d'eux. Un papillon, bleu pâle et tremblant, se posa sur la roue de Manon et s'y attarda. Elle le regarda tranquillement. « C'est Sandrine, dit-elle doucement. Elle nous a trouvés. » Nicolas regarda le ciel et sourit. « Oui, elle trouve toujours un moyen. » La semaine suivante, l'école de Manon organisa une exposition d'art au Centre culturel régional de Sarlat. Elle travaillait sur son œuvre depuis des mois, mais refusait de la montrer à Nicolas. Lorsque le rideau se leva, sa peinture remplit l'écran derrière elle, une grande toile vive représentant une tortue avec des roues couleur galaxie, un homme et une petite fille se tenant à côté sous un champ d'étoiles. Le titre disait « Restez ». Les applaudissements furent tonitruants, mais les yeux de Manon étaient fixés sur lui. Après le spectacle, elle lui tendit un papier plié, les coins tachés de peinture.
C'est mon nouveau CV, dit-elle. Au cas où quelqu'un demanderait ce que je sais faire. Il l'ouvrit. Je sais rire à nouveau. Je sais aimer. Je sais rester. Il ne dit rien pendant un long moment. Il la serra simplement contre lui, sa voix s'étranglant alors qu'il murmurait « Tu en as oublié un ». Elle leva les yeux. « Lequel ?»« Tu sais renseigner, dit-il. Tu m'as appris à rester, moi aussi. » Ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux à travers les lumières diffuses de la campagne, Manon appuya sa tête contre la vitre. « Et, Nicolas ?»« Oui. » »« Ne choisissez personne d'autre. » Il sourit. « Jamais. » Dans le silence qui suivit, les routes brillaient, le monde bourdonnant doucement autour d'eux. Ce n'était pas le son de la richesse, du pouvoir ou de la rédemption. C'était le son de deux vies apprenant enfin à respirer au même rythme. Les jonquilles fleuriraient à nouveau. Bientôt, la tortue garderait sa place près du lit, et la maison qui résonnait autrefois de silence continuerait de se remplir de rire. L'amour n'avait pas remplacé la douleur. Il l'avait réécrite. Et dans cette réécriture, ils avaient tous deux enfin trouvé ce qui leur manquait. Pas un miracle, pas un sauvetage, mais le long et lumineux après. En fin de compte, Nicolas Dubois, l'homme qui mesurait autrefois la vie en chiffres et en gros titres, trouva un sens non pas dans la fortune, mais dans l'acte tranquille de rester. Ce qui avait commencé comme une visite dans un centre d'adoption devint un voyage de guérison pour lui et pour Manon Leroy, la petite fille qui refusait de croire aux promesses jusqu'à ce que quelqu'un en tienne enfin une. Ensemble, ils construisirent plus qu'une maison. Ils construisirent un espace où la douleur apprit à vivre aux côtés de la joie, et où l'amour signifiait être présent même quand ce n'était pas facile. Le rire de Manon remplit le silence que sa culpabilité possédait autrefois. Et la patience de Nicolas lui donna la seule chose qu'elle n'avait jamais eue auparavant, la permanence. L'histoire de Nicolas et Manon nous rappelle que la rédemption ne vient pas de grands gestes ou de fins parfaites. Elle vient de la présence. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour changer une vie. Vous avez juste besoin de rester quand il serait plus facile de partir. Dans un monde qui célèbre le succès instantané et les solutions rapides, cette histoire nous demande de ralentir, d'écouter et d'aimer avec intention. Si cette histoire a touché votre cœur, assurez-vous de vous abonner et de rejoindre notre communauté. Votre soutien nous aide à partager plus d'histoires qui guérissent, inspirent et nous rappellent le pouvoir de rester quand cela compte.